Je vais essayer de rebondir sur ce qui a été dit ce matin et de le faire sans être trop technique ni soporifique, mais je ne me vexerai pas si après la pause déjeuner certains ont une somnolence. Alors, le corps de demain, personne, toujours, ou chose, c'est une question débattue, Lex Ata Quaestio. Avec une première question, qu'est-ce que le droit? Alors, je le rappelle, on reprend la formule de Durkheim. Le droit, mécanisme d'encadrement du fait social, nécessite que l'on s'intéresse, sinon de façon très pointue, au cadre, à la norme, mais à tout le moins à ce fait social qui nous préoccupe pour savoir quel cadre, dans une société donnée, pour un temps donné, à un moment donné, donner à ce fait social, étant précisé qu'il y a une relativité du droit qui fait que on peut dire avec Pascal, plaisante justice qu'une rivière borde, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Alors le fait social dont on se préoccupe au cours de ces assises, c'est bien entendu réparer le corps, prévenir, compenser, mais c'est aussi augmenter des performances physiques, intellectuelles, sensorielles. C'est aussi la question, pour le juriste, qui est une question essentielle. On sait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais on sait aussi qu'ils ne le sont pas libres et égaux en corps. Est-ce que cette médecine de performance, cette science dont nous débattrons, est aussi une science d'égalité ou d'égalitarisation, si vous me passez cette formule? C'est aussi la question de la longévité, du vieillissement et, le cas échéant, de l'éternité qui fait débat. Alors, sur la problématique, tout d'abord, de l'amélioration de l'humain. Amélioration de l'humain malade, mais aussi amélioration de l'humain non malade. Bien sur le plan normatif, bien que ce ne soit pas sur le plan du droit, on sait qu'un certain nombre d'instances, comme le Comité consultatif national d'éthique, se sont penchées sur cette question autour de l'amélioration de l'humain non malade, autour de notamment la question du recours aux techniques biomédicales de neuroamélioration chez la personne non malade. Et faire une réflexion, mener une réflexion, une tension éthique autour de sujets atteints de pathologie ou non atteints de pathologie, bien entendu, la question n'est pas du tout prise de la même manière. Alors, améliorer, on va du côté du Quai Conti, améliorer, c'est rendre meilleur, c'est perfectionner. Perfectionner un humain, le perfectionner parce qu'il est malade, atteint d'une déficience, atteint d'une pathologie, d'une situation de handicap ou d'un grand âge, mais c'est aussi éviter que la machine humaine ne se détériore, et pour cela on l'améliore par anticipation. Alors que l'on soit dans la Genèse ou dans le mythe du prévoyant Promothéus, bien la question se pose de savoir si nous ne souhaiterions pas, directement ou indirectement, être comme des dieux. On a évoqué ce matin une tension éthique, et j'ai eu la possibilité du coup de rajouter cette diapositive autour d'un avis du Comité consultatif national d'éthique, qui est l'avis 44. L'avis 44 qui se prononce sur la question dont on a parlé ce matin des implants cochléaires. Là aussi, question extrêmement débattue, parce qu'on l'a bien vu ce matin, il s'agit de pallier. Il s'agit de pallier, et je vous rappelle que le pallium, c'est le manteau de Saint-Martin. Je ne peux pas te guérir, mais ça n'est pas une raison pour que tu meurs de froid, que tu souffres de froid. Ce pallium, ce palliatif, sert-il à cacher ou sert-il à protéger? Veut-on cacher une déficience qui n'est pas une pathologie, ou veut-on protéger la personne d'une déficience sensorielle? Et puis, on n'est pas dans le curare, on n'est pas dans la curation, et l'on crée, on l'a vu ce matin, une dépendance à la technologie, avec, pour le juriste, la question du consentement et de la décision, cette décision d'implant cochléaire, à qui appartient-elle? Si le dépistage est précoce, surdité dépistée très précocement chez le nouveau-né, elle appartient au titulaire de l'autorité parentale, et c'est précisément là qu'est née la tension éthique
Beaucoup de ces enfants souffrant de surdité étaient aussi des enfants de parents souffrant de surdité avec une difficulté. Au nom de quoi décidez-vous que nos enfants doivent être entendants? Au nom de quoi décidez-vous que nos enfants doivent être différents de nous? Au nom de quoi souhaitez-vous que nos enfants ne soient pas dans la même norme que nous et donc soient anormaux par rapport à notre normalité? Et c'est effectivement surprenant, ça a quand même mené à l'envahissement de plusieurs services d'ORL dans des CHU, cette question. Sur le plan juridique, s'il y a refus des titulaires de l'autorité parentale de réaliser un acte de dépistage, voire d'implant cochléaire, le droit autorise le médecin à agir contre la volonté des titulaires de l'autorité parentale pour réaliser les actes indispensables, précisément. La pose d'un implant cochléaire, est-ce un acte indispensable? Qu'est-ce que la nécessité et l'indispensabilité? Vous le voyez, autant de questions que je laisse en suspens, faute de temps et faute de courage pour les régler, probablement aussi. Le soignant peut-il prendre cette décision? Faut-il attendre que le sujet, que la personne impliquée, que le patient soit en âge de se prononcer, avec le risque de lui avoir fait perdre tout ce temps de réadaptation, de rééducation? Ça pose cette question que nous ont soulevé en leur temps deux Sud-Africains que vous connaissez. Il s'agit de Gandhi, qui ensuite a eu une petite destinée en Inde, et qui était avocat en Afrique du Sud, et puis de Nelson Mandela. Ce que vous faites pour moi, sans moi, peut-être le faites-vous contre moi, et on parlerait ici, en droit de la santé, de maltraitance. La bientraitance n'est-elle pas une face cachée de la maltraitance? Décider pour le sujet à sa place, voire contre lui, est-ce acceptable au XXIe siècle? Ça pose la question de l'acceptabilité de l'implant, et là je suis au regret de vous dire, bien que ce que je dis est d'une grande banalité, parce que cet implant soit un implant technologique, un dispositif médical, ou qu'il soit d'origine humaine, une greffe, un greffon, eh bien on se heurte dans les comités d'éthique, notamment quand on fait de l'éthique clinique, en comité local, on se heurte aux mêmes soucis. J'ai souvenir d'une situation où une personne en urgence a bénéficié d'une greffe hépatique, greffe de foie. Il est inconscient, hépatite fulminante. Il va passer en priorité sur d'autres receveurs potentiels et compatibles. On le greffe lui parce qu'il y a un enjeu vital. Et puis au réveil, alors qu'il n'a pas donné son consentement à cette greffe, il va manifester un rejet psychique, psychologique de cet organe qui n'est pas lui. Et il va demander l'explantation. Et comme bien entendu, sur un plan éthique, médical, ça n'est même pas envisageable, eh bien il arrête tout traitement anti-rejet. Que le greffon soit d'origine humaine, qu'il s'agisse d'une xénogreffe, qu'il s'agisse d'un bien matériel, un peu d'acier 440, le rejet peut aussi venir de la psyché, du pneuma, du sujet. Donc, quand on parle de normes, il faut faire attention. Vous avez vu que j'ai jonglé entre l'éthique et le droit. Posons très très rapidement une limite. Ce sont des normes, norma, l'équerre, la règle, l'unité de mesure. Vous vous souvenez de ces instruments de torture, et je salue ceux qui les manient, puisque j'en reconnais quelques-uns, donc c'est CE1, CE2, quand on infligeait ces normes-là. Et puis ensuite, bien, le terme est passé dans la langue du droit. La langue du droit, norma, bien, c'est la règle. Et la règle, elle peut être cette norme éthique, elle peut être juridique. On passe de l'éthique au droit quand on passe du possible au souhaitable, quand on passe des oreilles d'Ulysse qui sont libres à son corps qui est attaché aux mains. Un homme, ça s'empêche, dit Camus. En revanche, quand on fait de l'éthique, on doit tout entendre, y compris l'inaudible, y compris l'inacceptable. Mais le passage du possible au souhaitable nécessite que l'on passe par la règle de droit. Alors, dans ce possible et ce souhaitable, dans la relation de soins, dans l'acte, notamment d'un plan technologique, il est nécessaire de se positionner sur le rôle du soignant tel que le soignant l'envisage et tel que le droit l'envisage.
Le rôle du soignant, du chercheur, du médecin dans les sujets qui nous préoccupent, eh bien, d'abord sur le plan éthique, on rappelle quand même ce principe hippocratique traduit dans une langue moderne, le latin. D'abord, avant tout, ne pas nuire. Ensuite, soigner. Mais soigner au sens de curare, pas de prendre soin. Curation. Primum non nocere deinde curare. Est-ce que améliorer l'humain, c'est un soin? Est-ce qu'améliorer l'humain, c'est une curation? Eh bien, ça nous révèle toute l'ambivalence du mot soin, révélée par ce tableau de Van Gogh, qui est l'illustration d'un écrit d'un médecin qui vivait il y a quelques 2000 ans, Lucas, qu'on retrouve dans l'épître aux Colossiens de Paul, Salutat vos, Lucas medicus carissimus et demas, Luc le médecin bien-aimé vous salue. Luc est médecin, parabole du Samaritain, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il prit soin de lui. Ambivalence de l'acte de soin, il y a un acte technique, scientifique, mais il y a aussi un acte de cœur, un acte de prendre soin. Or, dans une médecine plutôt contemporaine, ici un tableau de Pablo Picasso de jeunesse, 1897, Scientiae Caridad, la science et la charité, on voit bien qu'il y a toujours cette ambivalence, sauf que l'ambivalence du soin a donné aussi naissance à deux soignants. Il y a l'homme de l'art qui tourne le dos au patient, qui a un dispositif dans la main, une montre, et qui prend le pouls, et de l'autre côté, il y a la sœur de charité qui prend soin, chacun son rôle. Ça nécessite donc qu'on s'interroge sur ce qu'est soigner. On va rappeler un régional de l'étape, Paul Valéry, dans son poème en prose politique organo-psychique. Donner des soins, cela peut être fait avec rigueur, mais une rigueur dans la douceur et l'enveloppe essentielle, pour une vie que l'on veille et surveille. Une précision constante. Donner des soins, c'est une sorte de poème. Et ça, c'est très intéressant, parce que poème nous renvoie à poésie, à poiesis, et poiesis, c'est la création. Le verbe poienne, c'est faire, c'est créer. Or, dans les journées qui nous réunissent, on est dans la création, on est dans l'innovation, et l'on voit bien que l'on est peut-être dans la poursuite de cette poésie du soin qu'envisageait Paul Valéry. Alors bien entendu, cette création, elle fait aussi évoluer la relation de soins. Là encore, grande banalité, voilà un abord neurochirurgical au XIIIe siècle, le même au XXIe siècle. Choisissez votre siècle, personnellement j'ai choisi, je suis heureux en tant qu'homme souffrant, qui pâtit, en tant que patient, de vivre plutôt au XXIe siècle et non pas au XIIIe siècle. On voit bien l'étymologie du mot patient, celui qui endure une souffrance. Évolution de la relation de soins, parce qu'elle est ancrée dans la confiance, mais peut-on faire confiance à l'humain, l'homme de l'art, le soignant, la femme ou l'homme de l'art, comme on fait confiance à la technique? Il faut de la confiance pour se livrer à une relation de soins. La technique nécessite-t-elle la même conscience et la même confiance? La question aujourd'hui va se poser. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que les cyborgs, s'ils existent, ne soient pas les médecins de demain, parce qu'il faudra alors, avec le Conseil national de l'ordre des médecins, dire urgent, recrutons humain. Alors ce cadre juridique sur la relation de soins, au moment où on envisage d'améliorer l'homme par des implants, eh bien, nécessite que l'on rappelle quelques règles qui seraient perturbées, qui seraient bousculées, qui nécessiteraient donc d'être réformées, remises en forme, si l'on décidait que ce que nous allons nous dire pendant ces 2 jours devrait être traduit dans le champ de la normativité juridique. D'abord, c'est l'article 16.3 du Code civil. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Nécessité médicale pour la personne, besoin d'une nécessité médicale pour porter atteinte à l'intégrité du corps. Or, toutes ces techniques dont nous parlons, elles sont des techniques qui font effraction au corps. Il faut donc s'interroger sur la réalité d'une nécessité médicale. Bien entendu, le consentement de l'intéressé est recueilli préalablement. Le consentement est une condition nécessaire à la validité de tout acte, même si ça n'est pas la condition suffisante. Et puis, l'article 16.4,
Au-delà de la personne, il y a l'espèce humaine. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Faire évoluer la personne, c'est une chose. Faire évoluer l'humanité, c'en est une autre. Ça pose d'autres questions. Et dans l'état actuel de notre droit, il faut s'interroger sur la possibilité de faire améliorer l'espèce. Le Code civil, le Code de la santé publique, là encore, des règles. On ne peut pas avoir une pratique médicale, y compris d'implant, si elle n'est pas conforme aux connaissances médicales avérées ou aux données acquises de la science, c'est-à-dire une technique qui a subi l'épreuve du temps, au nom de la sécurité de la personne. Et puis surtout, il y a ce fameux principe de proportionnalité. On ne peut pas faire courir de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés. C'est pour ça que tout ce dont on parle depuis ce matin, c'est avant tout de la recherche. Ça ne devient du soin que quand ça a subi l'épreuve du temps et qu'il y a une certitude que les données de cette science-là sont acquises. Ça nous conduit aussi à nous réinterroger sur le mot thérapeutique qui aujourd'hui, si on en croit l'Académie nationale de médecine, est définie comme la discipline médicale qui se consacre aux moyens pouvant conduire à la guérison. C'est oublier que thérapeutikos et thérapein, ça n'est pas curare, ça n'est pas guérir, c'est prendre soin. Tout ça nous inscrit dans une dimension humaniste qui fait de l'homme la fin et la valeur suprême. Et donc toutes ces avancées de la science doivent être repensées avec le révérend docteur François Rabelais qui prit son baccalauréat en médecine ici à Montpellier. Science sans conscience n'est que ruine de l'homme, sapiens d'entrepoint en âme malivole. Alors améliorer l'humain, c'est une résolution difficilement prise. Si l'on en croit Beethoven dans son dernier quatuor à cordes, muss es sein, cela doit-il être. Je vous renvoie aussi à Kundera. Muss es sein, muss es sein, muss es sein, es muss sein, répond Beethoven, mais on peut nous poser la question. Parce que cet humain, si ces améliorations sont pratiquées, cet humain qui est à la fois soma et sema, disait Platon dans le Phédon, révèle une ambiguïté, une ambivalence juridique entre sacralité et disponibilité. Je salue Mathieu Régnier, dont c'était le titre de la thèse. Améliorer, l'homme va avoir un impact juridique sur son corps, un impact sur la qualification juridique de son corps. À ce jour, en droit positif français, le corps se fond dans la personne, voire se confond dans la personne. Peut-on passer à un système où l'esprit, la volonté, la parole, le consentement, l'âme, diront certains, serait le sujet de droit et le corps ne serait que l'enveloppe de ce sujet, serait donc objet suivant à titre d'accessoire la nature juridique et le régime juridique du principal qui serait la volonté. Et quid lorsque ce corps n'abrite pas ou n'abrite plus un sujet autonome, l'embryon, le fœtus, le cadavre, l'élément rajouté au corps est-il humain? Peut-on séparer le corps de la personne en droit? Le corps ne serait que représentation, ben oui, mais étymologiquement ça nous renvoie au masque du théâtre antique que l'on appelait persona, qui était effectivement le masque de l'acteur qui désignait la représentation du rôle. La personne n'est-elle pas qu'une représentation? Alors, on va se rattacher, comme souvent les juristes, à ce qui nous rassure, c'est-à-dire des textes. Nous sommes des obsédés textuels. Je prends le Code civil, je prends son organisation, je prends le plan du Code civil. Les juristes savent compter jusqu'à 2. Livre 1er des personnes, livre 2 des biens et des différentes modifications de la propriété. Où est le corps? Dans le livre 1er. Le corps est dans le livre 1er, dans un chapitre consacré au respect du corps humain, rattaché à un titre consacré au droit civil, dans le livre 1er des personnes. Le corps est donc bien un élément de la personne, voire il se confond à la personne. C'est ce que dit le doyen Carbonnier. Le corps, c'est la personne. Le corps, c'est la personne de ce qu'il est la personne elle-même. Le corps tire sa place toute particulière en droit, il a un caractère sacré.
De la même manière, le professeur Terré dira « Comment pourrais-je avoir un droit sur mon corps puisque mon corps c'est moi, je suis mon corps ». Je suis mon corps avec un certain nombre de conséquences. Le corps est le substratum de la personne, avec des principes qui vont gouverner le droit du corps, l'indisponibilité du corps humain. Le corps est indisponible, personne ne dispose de mon corps, mais je ne dispose pas non plus de mon corps. Le corps est inviolable, sauf la limite de la nécessité médicale, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis le corps ne peut pas faire l'objet d'un droit patrimonial. Alors on voit bien que ces principes sont des principes qui craquent de tous côtés, avec deux attitudes également perverses. Que doit-on faire face à ces évolutions de la science qui améliorent l'humain et qui améliorent le corps? Doit-on maintenir, nous dit le professeur Bertrand Mathieu, la pureté des principes contre vents et marées, ou faut-il adopter un simple rôle de tabellion, de notaire, de retranscripteur des évolutions de la science? Bien, comme d'habitude, le juste milieu devrait probablement s'imposer. Alors, le corps, c'est la personne parce que le corps est humain. Mais si le corps n'est pas entièrement humain, si le corps n'est plus majoritairement humain, parce que modifié, amélioré, transformé, régénéré, augmenté, reconstruit, chosifié, le corps est-il encore de la personne? Eh bien, on va distinguer selon que cette amélioration est amovible ou inamovible. L'amélioration inamovible, ici un dispositif d'arthrodèse lombaire, on ne va pas l'enlever tous les jours. En tout cas, ça peut faire mal. Et on voit bien qu'ici, pour le droit, dès lors que ce dispositif, cette vis, est incorporée, elle est de la personne, elle est par nature du corps humain, donc la personne. Avec une question très particulière, je passe, j'ai pas le temps, la CRP, la clause de réserve de propriété. J'ai une prothèse très chère, elle n'est pas payée. Et le vendeur, le laboratoire, a stipulé une clause de réserve de propriété. Ce bien ne sera à l'acheteur qu'une fois le prix payé. Il ne paye pas le prix. Peut-on revendiquer la chose incorporée? Non, parce que précisément, elle est devenue humain par nature. Oui, mais si la chose est amovible, est-ce la même histoire? Chose ou personne, c'est une chose. Chose ou personne, c'est une personne. Cette lamelle, cette lame de titane, cette lame de carbone, lorsqu'elle est détachée, est une chose, lorsqu'elle est attachée au corps, est de la personne. Avec une particularité, c'est que ce n'est pas de la personne par nature, mais de la personne par destination. Avec une problématique pour le geste, qui est la problématique de l'affectation. À quoi est affecté ce morceau de carbone? À décorer sur une étagère, parce que je ne m'en sers plus, ou est-ce que je m'en sers encore pour me déplacer? Si je m'en sers à usage humain dans mes relations sociales, pour faire du sport, pour me déplacer, c'est de la personne. Mais bien entendu, si je n'ai plus d'usage fonctionnel de cette chose-là, si elle ne me sert plus, elle devient cessible, elle redevient une chose, et je peux aller sur le bon coin pour mettre en vente ma prothèse. Alors, amovible ou inamovible, vous voyez, qualifications différentes. Alors, il n'est pas que des prothèses inanimées, il est des prothèses qui sont vivantes. Qu'est-ce que c'est? C'est une chose. Au risque de choquer un certain nombre d'entre vous, c'est encore une chose. C'est un être sensible. C'est un être sensible. Là aussi, hein. Un être sensible, mais une chose. Qu'est-ce? C'est une prothèse. C'est le continuateur de la personne. Et bien, dans une décision de justice, le tribunal de Bobigny a dit que l'indemnisation de la perte du chien guide d'aveugle dans un accident de la route devait être indemnisée non pas comme la perte d'un animal et d'un être cher, mais comme l'atteinte à l'intégrité corporelle de la personne malvoyante ou non-voyante. Le chien guide d'aveugle, rattaché et continuateur de la personne, c'est de la personne, c'est du corps. Alors, personne ou bien, personne ou chose, voilà le montant d'un transfert de footballeur, 80 millions d'euros, assurabilité des jambes, détention du joueur par des fonds de pension,
peut-on encore maintenir, contre vents et marées, nos principes? Personne, chose, belge, pardon. Lien, et je conclus, corps-personne. Peut-on envisager une nature juridique distincte entre corps et personne? Même si personne et corps étaient distincts, ils restent unis par un rapport juridique. Quel est le régime juridique qui doit prévaloir sur l'autre? Celui de la personne, celui du corps. Le régime juridique de la personne doit-il prévaloir sur le corps et avoir une emprise sur lui, ou inversement, le régime du corps en tant que chose entraînerait-il celui de la personne? Deux maximes de droit romain, major pars straitatio minorem, accessorium sequitur principale. L'accessoire suit le principal. Qu'est-ce qui est accessoire? L'humain ou la chose dans l'homme amélioré? Dans cette emprise de la personne sur le corps, on peut aussi considérer que le corps n'est pas la personne, mais que la personne a un droit sur ce corps. Quel type de droit? Peut-on envisager un droit de propriété avec un article 544 du Code civil qui dispose que la propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, dans la limite de ce qui est prohibé par la loi et les règlements, c'est-à-dire la nécessité médicale, par exemple? Est-ce que ce ne serait qu'un simple usufruit ou un simple droit de la personnalité de la personne sur son corps? Alors la tendance actuelle est peut-être à la propriété sur le corps, si j'en crois ces magnifiques tatouages éphémères de l'assurance maladie en ligne actuellement. C'est mon corps m'appartient, exhibé d'ailleurs par un certain nombre de jeunes femmes actuellement devant les caméras. C'est mon corps. Donc c'est mon corps qui est objet de propriété. Alors, cette personne humaine peut-elle être augmentée et demeurer une personne? Eh bien, si l'on ajoute des éléments réels au sens de res rei, des éléments choses, des dispositifs dans ce corps-là, qu'est-ce qui sera l'essentiel? Le corps d'origine humaine ou le corps d'origine matérielle? Qu'est-ce qui est le signe de l'humanité? Le président François Mitterrand, dans son discours inaugural du Comité consultatif national d'éthique en 1983, disait « La science avance plus vite que l'homme et la réintroduction de l'être humain en son sein est une nécessité, réintroduction par ce qui fait l'essence de l'homme, c'est-à-dire la parole, plus juridiquement le consentement, car la volonté est le signe de l'humanité. » Oui, mais alors, une personne sans volonté est-elle encore une personne? Ou n'est-elle qu'un humain? Tristan Mengelhardt, dans Les fondements de la bioéthique, en 86, écrit, je fais une traduction approximative, le problème provient du fait que tous les humains ne sont pas des personnes. Ne sont pas des personnes, ceux qui ne sont pas agents moraux, ne sont notamment pas des personnes, les enfants, les personnes profondément séniles, les cérébraux lésés, les attardés mentaux. Pas de volonté, ce ne sont pas des personnes, ils sont humains, mais ce ne sont pas des agents. Personnellement, je considère que la personne, elle est reliée à ce qu'elle est et non pas à ce qu'elle fait. Et donc, bien cette humanité, elle doit être préservée. En conclusion, dernière diapo, Jacques, tu peux respirer. Améliorer, c'est obtenir de la longévité, de l'éternité. Ça va un peu bouleverser le droit. Il faut repenser le droit des successions, si nous acquérons l'éternité, parce qu'il y en a qui attendent, et qui peuvent attendre longtemps, même si nous ne sommes pas éternels. Donc c'est long, imaginez si l'on vit 150, 200, 300, l'éternité. Il faudra peut-être aussi repenser l'article 212 du Code civil. Alors comme mon épouse était là ce matin, mais n'est pas là cet après-midi, j'ai rajouté cet élément-là. L'article 212 du Code civil et l'éternité, il est compliqué. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Assistance, pas de problème, secours, respect, fidélité pour l'éternité. Ad aeternam, c'est long l'éternité. Repenser la durée de cotisation, mais d'autres en parleront, bien entendu. Et puis envisager le droit d'interrompre son éternité. Aura-t-on le droit d'interrompre son éternité si l'humain est éternel? Eh bien, on laisse la parole à un philosophe nord-américain. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Je vous remercie.